Salut Dominique, tu nous entends-tu? Oui, est-ce que vous m'entendez, vous autres? Oui. Oui, on t'entend. C'est parfait. Good. Good. Donc, on est avec Dominique Deblois, qui est un agent de joueur. Et puis, l'histoire, dans le fond, un peu que je voulais amener juste avant, c'est que je voulais amener comme invité au podcast cette semaine un agent. Et puis, j'avais regardé, j'avais tapé tout simplement sur Google. Et puis, j'étais tombé sur ton nom, Dominique. Je suis allé regarder un petit peu tes statistiques, puis je me suis aperçu que tu avais joué avec les Huskies de Rouyn-Noranda, notamment avec Yannick Tiffu, qui est notre collaborateur. Donc, je sais La pas, légende. on pouvait la légende. Je me suis dit, méchant adon. Honnêtement, je dirais, jouer, là, c'est plus que jouer, là. C'était c'était un rôle plus avec le tif, mettons, mais on est fun. Good. Pour les gens qui nous écoutent là, du podcast, est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit pedigree, une petite feuille de route là, de ta carrière jusqu'ici, Dominique? Sure. Ben, dans le fond, moi, je viens d'une famille de hockey. Là. Mon père, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a joué dans la Ligue nationale, qui a joué avec plusieurs équipes dans la Ligue, notamment avec les Canadiens, puis avec les Nordiques. Fait que j'ai eu la chance d'être élevé là, dans ce milieu-là. Fait que ça, 993 matchs dans la Ligue nationale, ton père. Hein? Exactement. Puis donc c'est ça. Fait que ça, j'ai joué comme tous les jeunes au Québec. On s'est promené un petit peu naturellement à cause de ça. Fait que parcours un peu atypique. Sinon, c'est ça, j'ai joué junior majeur, j'ai eu une belle carrière de 3, j'ai eu du fun. On avait gagné un championnat national avec les gouverneurs de Sainte-Foy à l'époque. J'ai été repêché par les Saguenay de Chicoutimi, j'ai joué 4 ans junior. Puis, dans le fond, moi, j'ai toujours voulu rester dans le milieu du hockey. À un moment donné, tu arrives à 19-20 ans et tu réalises que peut-être que c'est pas fait pour toi là, comme joueur là, de réussir. Puis, tu as quand même eu deux bonnes saisons avec les Huskies, notamment 32 buts, 38 passes, 70 points, 24 buts, 36 passes avec les Huskies. Ouais. Par la suite, est-ce que tu n'as pas été repêché? Est-ce que tu as eu des invitations à des camps? Ouais. J'avais un paquet d'invitations. Mais tu sais, dans la vie, il y a des signes de la vie qui ne mentent pas. Dans le fond, l'année que j'avais eu ma meilleure année à 19 ans. Fait que moi, à 16 ans, j'ai eu des commotions. J'ai dealé avec beaucoup de commotions à partir de 16-17 ans. C'est pour ça qu'à 17 ans, j'ai pas joué beaucoup parce que dans le fond, on m'a mis. J'ai pas pu jouer pendant comme 8 mois. Là. Les débuts de ce moment-là, là, on parle en 99, 2000, 2001, là, les commotions cérébrales, c'était une nouvelle bébite, on ne savait pas trop c'était quoi. J'ai eu la chance d'avoir des docteurs du Canadien à ce moment-là. Puis j'ai été vraiment bien entrepris, puis ils m'ont vraiment dit, écoute, tu ne joues pas ta carrière, tu as 17 ans, je pense que tu as besoin d'un break. Là. Fait que ça m'a vraiment fait mal, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que personne ne savait c'était quoi. Encore aujourd'hui, c'est sûr qu'un jeune qui a des commotions, ça peut porter. Bref, fait que moi, ça m'a ralenti réellement dans mon développement. Puis après mon année de 19 ans, j'ai eu plusieurs invitations. C'était l'année du lockout. Fait que là, tu dis à chaque fois que tu avances, puis l'opportunité, je me souviens, j'avais été au camp des Canucks de Vancouver, puis c'était le camp de recrues, puis on attendait, puis tout le monde, c'était tellement d'incertitude l'année là, du lockout en 2004. Fait que je suis revenu, j'ai été blessé. Puis j'étais un bon élève parce que ma mère voulait absolument qu'elle me forçait à aller à l'école. Parce qu'on a vu là, mon père travailler. Je veux dire, les gars, vous savez, c'est un grind. Il n'y a pas de doute là-dessus. Une carrière de hockey, c'est très, très exigeant. Puis c'est difficile de te prendre là. Puis moi, j'ai été élevé dans un milieu comme ça, familial, où l'école, c'était important. Puis on m'a poussé. Puis dans le fond, à mon année 20 ans, j'aurais pu jouer professionnel. J'aurais pu. Un peu comme Tiff, j'aurais pu gratter là, dans la Ligue américaine, dans la Ligue à East Coast. Mais pour moi, ça ne me parlait pas. Puis j'étais bon à l'école, puis j'avais de la facilité. Fait que moi, j'ai appliqué à l'Université d'Ottawa en droit, puis j'ai été accepté. Fait que tout de suite, je suis rentré, j'ai fait mon droit tout de suite après avoir joué à Rouen. Puis l'objectif de mon droit, là, je fais des paraboles un peu, là, mais l'objectif de rentrer en droit, c'était soit travailler pour une équipe ou travailler dans le monde de la représentation. C'était quelque chose déjà qui m'intéressait. Je savais que d'avoir un background juridique, où est-ce que la game s'en allait déjà là à ce moment-là, d'avoir la chance, mon père travaillait pour des équipes aussi à ce moment-là, puis
pour monter soit dans une organisation, c'est important d'avoir une compréhension, d'être capable de lire la convention collective, des trucs comme ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai joué 1 an à l'Université d'Ottawa, puis après ça, c'était difficile. Puis j'avais un contact. J'ai été mis en contact avec quelqu'un qui commençait son agence. Puis mon partner, Ian Pulver, qui est un gars qui n'est pas connu au Québec, mais dans le monde du hockey, il est extrêmement connu. Il était le bras droit de Bob Goodnow. C'est un gars qui était impliqué dans toutes les conventions, toutes les négociations de conventions collectives, tout ce qui est arbitrage au niveau de l'association des joueurs. Lui, il travaillait pour la Ligue à l'époque? Lui, il travaillait pour l'association des joueurs. Puis après le lockout, lui, il a pris un peu de temps, puis finalement, il a décidé qu'il se lançait, qu'il voulait être agent, qu'il partait d'une agence de joueurs. Puis il y avait quelqu'un qui le connaissait, puis mon père l'avait côtoyé vers la fin de sa carrière. Il connaissait de par sa relation là, à l'association des joueurs. J'ai commencé à travailler avec lui comme ça. J'ai commencé, le premier groupe d'âge que j'ai commencé à recruter, c'était les 91. Au hockey, on parle souvent en groupe d'âge. Fait que c'est les gars que j'avais commencé à regarder les 90 et les 91. Puis on est rendu aujourd'hui les 2005, les 2006. Tu commençais à les regarder. J'avais une question, moi, justement, tu parles des 91, puis ces joueurs-là, avec quel âge? À quel âge qu'on commence à regarder les joueurs quand on est un agent? Mais, la question est très excellente. Puis, il y a tellement de variantes. Il y a des jeunes qui vont se développer sur le tard. Je dirais 15 ans. La réponse claire, c'est à 15 ans. Mais encore là, ça a changé beaucoup depuis le groupe d'âge. Ça fait 15 ans, mettons. Là, les 91 à ce moment-là, c'était pas mal 15-16. Moi, j'ai recruté David Savard. Personne ne le regardait. David Savard, il n'avait pas été repêché à 15 ans. On disait qu'il était pas assez rapide, mais il y avait une shape, il était costaud, il y avait des. Puis lui, il n'avait pas d'agent. À 15 ans, il n'a pas été repêché, il n'a pas d'agent. Puis à 16, il avait connu beaucoup de succès de Job 3 à 16 ans. Il y avait une très bonne équipe cette année-là. Puis David, c'est un des joueurs que j'ai approché. Puis il était repêché en 4e ronde à 16 ans. Puis j'ai commencé à travailler à ce moment-là avec lui vers la fin de son année. Puis je dirais depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il y a un shift. C'est un petit peu plus jeune maintenant parce que c'est tellement compétitif. Il y a des cycles d'agents qui entrent. Puis c'est le fun, ça a l'air intéressant comme job à faire. Oui, c'est sûr que c'est différent. Tu fais touche à tellement d'affaires différentes dans une journée. En même temps, c'est pas facile. Puis on le voit. Il y a des gars qui rentrent, qui essayent de durer 5-6 ans, puis après ça, c'est dur de survivre là, dans ce milieu-là, pour être bien honnête. C'est ça. Fait que actuellement, c'est autour de 15 ans, mais là, c'est un petit peu plus jeune que c'était. D'ailleurs, c'est probablement trop jeune en ce moment, là, avec toute la pression que les jeunes ont, mais c'est ça la réalité. Moi, j'ai essayé de faire exception à ça. J'attendais toujours, puis j'ai toujours eu du succès quand même à voir des gars qui passaient à travers les cracks. Les David Savard, des gars comme ça. Thomas Chabot, quand j'ai commencé à travailler avec, Thomas, j'ai commencé avec au mois d'avril, dans son année 15 ans. C'était tard là, pour un jeune midget 3 à ce moment-là. Puis c'était un bon joueur, là, Thomas midget 3. C'était un gars qui aurait dû sortir en première ronde, il est sorti en 2e ronde. Puis, ça donne une idée. Mais chaque jeune est différent. Maintenant, il y a des jeunes qui ont besoin un petit peu plus d'encadrement selon la famille. Il y a des familles qui ne connaissent pas ça du tout. Puis, c'est un peu ça qu'on essaie de faire avec les familles. Le fait que vous commencez à checker, à les approcher à 15 ans, est-ce que c'est le fait que vous êtes beaucoup d'agences, vous êtes beaucoup d'agents, en fait? Oui, c'est en partie parce que, tu sais, veux pas, puis souvent, quand tu commences, il y a des agences qui vont essayer de commencer dans ce milieu-là. Donc, si tu commences, naturellement, il faut que tu essaies d'aller voir les jeunes plus tôt si tu veux avoir une chance de les avoir. Parce que si tu commences, tu n'as pas de background, tu n'as pas un joueur dans la Ligue nationale, tu n'es pas capable d'avoir, tu sais, vraiment de dire, regarde, moi, j'ai de l'expérience, j'ai passé à travers avec ce gars-là, voici, regardez mon track record, si on veut. Ouais. C'est dur d'avoir un joueur. Fait que souvent, c'est les nouveaux agents qui vont commencer encore plus tôt. Ils vont essayer d'aller vraiment la première année. Puis c'est la seule manière qu'ils peuvent réussir. Mais donc, ça, c'est une des raisons pourquoi on va jeune. Il y a plusieurs autres raisons, dont le système. La réalité, c'est que le repêchage junior majeur, c'est pas la faute du hockey junior. Ça a toujours été comme ça. Le hockey junior majeur, le repêchage se fait à l'âge de 15 ans. Donc, naturellement, il y a des familles qui ont besoin d'avoir qui ont besoin de services, qui ont des questions par rapport à tout ça, puis ils ont le droit aussi là, de se poser des questions, d'avoir quelqu'un qui est là pour répondre à leurs questions. C'est un peu sommelier de plusieurs facteurs.
c'est dur à dire vraiment s'il y en a un plus qu'un autre. C'était un peu ma question, moi, tu sais, le rôle d'un agent pour un jeune de cet âge-là, de 15 ans, là, qu'est-ce qu'un agent va apporter concrètement à ce jeune-là? C'est beaucoup là, du support famille, tu avais l'air à nous parler de la famille. Oui, ça dépend des familles. Je représente des joueurs que les pères ont joué dans le hockey professionnel mineur. Des gars qui ont joué dans la Ligue américaine, qui ont roulé leur boss. C'est sûr qu'eux autres, ce genre de profil-là, ils n'ont pas nécessairement besoin, à un jeune âge, d'avoir quelqu'un qui est là pour essayer de les aider. Puis, ils connaissent un peu le rouage, ils vont savoir comment placer leur fils au niveau du training. Ils ont déjà des bases. Mais en même temps, c'est la minorité des gens. La majorité des familles, puis en même temps, ils se font approcher avec tout plein d'entraîneurs, de préparateurs physiques, de gut skills, puis de ci. Puis là, des fois, ça devient compliqué. Là, les tournois viennent à Boston, pas à Boston, mais il y a des tournois de toutes sortes. Là, ben, ça fait beaucoup d'éléments à analyser. Puis les familles, ben, c'est ça qu'ils ont besoin souvent. Mais dans le fond, nous autres, en tant qu'agents, la chose principale qu'on fait, c'est on offre un service, dans le fond, de notre expérience. On met notre expérience au profit de la famille pour répondre à leurs questions. Ça, c'est surtout au niveau quand ils sont plus jeunes. Moi, j'ai un bon background. C'est sûr, mon frère, il travaille pour les Sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale. Mon père, il a été scout pendant 20 ans en plus de jouer. Fait que c'est sûr que je suis capable d'amener un bagage assez spécifique au niveau du feedback. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que nous autres, on va proposer. On le sait. Un jeune qui a 15 ans, son père va y parler après la game. Il n'a pas vraiment le goût de recevoir le feedback de maman et de papa. Puis ça, c'est normal. Fait que des fois, d'avoir cette espèce de distance-là, puis d'être capable d'entrer, de donner du feedback constructif à un joueur, ben, quand il est jeune, ben, c'est sûr que ça peut l'aider aussi dans son développement. Ouais, ça permet, ça. Ouais, vas-y, LP. Ça permet aux jeunes de vraiment focusser sur ce qui est important, sur le hockey aussi. Là, exactement. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. C'est pas d'être une distraction. On le voit des fois, justement, avec certaines familles, parce qu'ils ont été approchés par certains agents, puis je suis capable de... Déjà, je vais le déceler quand je rencontre une famille. Ils ont rencontré tel agent, puis là, ils sont très, très réticents parce que là, ils ont peur, puis sont craintifs de ce qu'ils ont entendu, puis de ce qui leur a été raconté. Fait que là, à ce moment-là, ben, on joue un rôle de... Non, regarde, je vais vous expliquer c'est quoi. Ça ne change rien dans le quotidien du jeune. Moi, je dis à toutes les familles, à la fin de la journée, il faut que tu t'amuses. Et moi, j'ai arrêté de jouer au hockey du moment que j'avais plus de fun. La game était trop dure pour moi. J'aimais la game, mais je trouvais ça trop difficile. À la fin de la journée, le joueur, il faut qu'il s'amuse, puis ça revient à ça. C'est pas d'avoir de la pression supplémentaire. Ah, ben, mon agent vient me voir, fait que là, il faut que j'aille une performance. C'est pas ça qu'on veut. Au contraire, on veut essayer de désarmer puis de vraiment garder ça simple pour que le jeune puisse avoir du fun puis qu'il aille se concentrer à jouer sa game. S'il a besoin de conseils, des trucs comme ça, on va faire des fois au niveau du junior, ben là, le rôle va changer. Fait que, quand ils sont plus jeunes, on travaille plus avec les parents. Puis là, pour à mesure que le jeune évolue, ben là, on travaille un petit peu plus avec le joueur, puis on travaille vraiment directement avec lui. Puis on devient comme, dans une certaine mesure, dans notre modèle d'affaires, de manière que nous autres, on travaille avec mes associés. On devient un peu comme une extension de la famille où est-ce qu'on les conseille, on est là, puis on croit dans le jeune. Fait que, on met beaucoup de temps, puis on s'investit. Donc, c'est sûr qu'on veut que ça marche pour le joueur, parce que c'est ça le modèle. C'est comme ça que ça marche. Dans le day-to-day avec les jeunes, tu disais que pas du scouting, mais tu regardais des parties puis regardais des joueurs peut-être à approcher. Il y a aussi les joueurs que tu représentes, tes clients un peu. Dans le fond, ma question, c'est est-ce que tu as dans le day-to-day un horaire de OK, là, pendant 2-3 semaines, je vais aller voir mes clients. Après ça, je vais aller regarder d'autres joueurs. C'est comment un peu que ça marche? Oui, c'est une bonne question. Modèle 2020, celle-là, on va la mettre en astérique dessus. Oui, évidemment. Le modèle habituel, là, cette année, tu vois, nous autres, notre agence qu'on a faite, parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas se déplacer autant, voir nos joueurs, on a acheté un logiciel qui nous permet d'avoir accès à toutes les lignes. On peut regarder nos joueurs en Europe, on peut regarder les joueurs de partout. Puis ça c'est un outil absolument extraordinaire pour nous autres. Fait que je suis capable de couper, de focusser juste sur les présences sur glace de chacun de mes joueurs. Fait que ça me sauve beaucoup de mon temps. Mais, admettons, dans une année normale,
comment qu'on fait ça? C'est assez basic. J'ai un agenda papier. Là. Je suis un gars traditionnel. Puis, je vais sur les sites, on regarde les tournois, on fait notre horaire. Je commence habituellement avec la Ligue nationale. Je regarde ça. Puis là, je rentre toutes les games à ce moment-là de chaque joueur. Après ça, je vais regarder au niveau junior majeur, au niveau de la Ligue américaine, au niveau midget 3. Puis là, je rentre tout ça dans mon master calendar pour voir, OK, où est-ce que je peux être. En fonction de ça, après ça, je regarde des tournois midget 3, tournois Bantam. Parce que je veux pas, c'est la réalité. Là. On s'en cache pas. Là. On fait des tournois Bantam. C'est là qu'on commence à recruter. Donc, à ce moment-là, ben, je sais, exemple, actuellement, en temps normal, le tournoi Sherbrooke, Bantam 3, c'est le premier événement de Hockey Québec. Je sais qu'au mois de novembre, la dernière de novembre, je sais que je suis à Sherbrooke pour toute la fin de semaine pour aller voir du hockey. Après ça, ben, tu y vas comme ça. Ben, là, si un joueur, tu sais, moi, je ne vais pas voir un joueur puis je le rencontre. C'est un peu différent. C'est sûr que j'aime ça, voir le joueur à plusieurs reprises. Fait que c'est sûr qu'il y a un premier viewing. Une fois que tu as fait ton premier viewing, ben là, tu vas continuer à le voir jouer. Là, peut-être après le deuxième, troisième, tu vas entrer en contact avec les parents. Puis après ça, ben, faut que tu suives le joueur pour voir sa progression. Fait que c'est beaucoup. Là, tu mélanges un peu tout ça. Fait que on fait de la magie avec l'horaire pour toujours essayer d'accommoder pour savoir, bon, ben, si je vais voir un joueur qui joue pour les Remparts de Québec, ben, je vais essayer probablement de me prendre une game Jet 3 le samedi, le lendemain ou quelque chose comme ça. Fait que là, il y a le volet suivi client, il y a le volet recrutement aussi qui embarque là-dedans. OK. Ah, c'est bon. OK. Puis là, mettons, les joueurs commencent à vieillir, sont rendus dans le junior. Les enjeux changent un petit peu. Il y a des recruteurs de la Ligue qui viennent les voir. On parle du repêchage. Comment que ça marche de ce côté-là? Comment tu les guides? Ouais. Ben, c'est drôle, tu dis, on parle du repêchage, mais c'est comme un peu tabou. Moi, j'essaie de pas. Les joueurs qui sont dans leur année de repêchage, j'ai adopté ça depuis quelques années. J'en parle avec les parents si on a des questions. Mais moi, je vais essayer de ne pas vraiment parler du repêchage aux joueurs en question. Okay. Juste pour essayer de le faire travailler sur d'autres éléments. Parce que on ne veut pas non plus que le joueur là, il pense trop à ça. Puis, veut pas, moi, j'ai été dans cette situation-là. Puis je sais que moi, ça me dérangeait. Je savais, tu veux pas, tu vas voir une game, mais tu sais qu'il y a des dépisteurs qui sont là. Tout ça. On essaye d'enlever le maximum de pression. Fait que c'est sûr qu'on fait le pont un peu avec les recruteurs. Ça fait partie de notre job. On va leur parler, on prend du suivi, puis d'essayer d'avoir de l'information, ce qu'ils pensent de ton joueur. Puis après ça, ben, tu travailles sur comment transmettre cette information-là à ton joueur. Regarde, tu travailles telle chose. Fait que tu vas travailler des fois un peu en fonction de ça, sans dire que j'ai parlé avec 3 dépisteurs pendant ta game, puis il y a même vraiment ta game. Après ça, le jeune va commencer à penser, là, je sais que ces gars-là même, puis après ça, ben, là, ça crée des attentes. C'est toujours la gestion des attentes pour le draft de la Ligue nationale. Mais dans le junior majeur, les joueurs rendus là, c'est sûr, c'est un petit peu plus facile. Ils sont tellement bien encadrés par la Ligue puis par les organisations. Fait que c'est un peu ça qu'on fait là. On va les voir jouer, on leur donne du feedback. Mais généralement, là, les joueurs, maintenant, c'est plus comme quand moi je jouais au début. Moi et le Tif, on jouait, là, ça a changé beaucoup. J'imagine que même si tu dis que tu y penses pas, tu y penses quand même. C'est sûr. Il y a des scouts là, dans les estrades, puis tout, tu sais qu'il y en a un qui t'aime, là. Tu essaies d'en faire un peu plus. Puis... Exact. Puis, c'est comme je dis, c'est de la gestion d'attente, parce que je veux pas, quand tu passes à travers plusieurs repêchages, moi, j'ai une très bonne proximité avec les joueurs. Fait que c'est sûr que je communique beaucoup avec eux. Juste aujourd'hui, j'ai organisé des rencontres. On n'a pas le choix d'en parler. C'est la réalité. Là, je ne veux pas se cacher de ça. Comme aujourd'hui, j'ai parlé avec un recruteur d'une équipe de la Ligue nationale, puis il voulait rencontrer 3 de mes joueurs. Fait que là, je donne l'information, je donne un heads-up à mon joueur. Voici, cette personne-là va vouloir rentrer en contact avec toi. Donc, si tu reçois un email, regarde ta boîte d'email dans tes spams pour être sûr que tu ne le laisses pas pendant 2 semaines et pas répondre non plus pour te préparer toutes ces affaires. C'est des rappels constants, des trucs comme ça. Puis après ça, ben, on fait un petit briefing sur comment te présenter, comment parler avec l'équipe. Mais en même temps, il faut que les joueurs soient naturels. Ça devient des fois que les joueurs sont comme, on les prépare. Tu ne veux pas trop le préparer pour pas qu'il ait l'air d'un robot, puis tu veux être capable que le joueur soit à l'aise pour démontrer ce qu'il est, c'est quoi sa personnalité, puis c'est ces choses-là qu'on peut mettre de l'emphase.
Est-ce que s'il y a des demandes d'entrevue, justement, comme tu disais, c'est toujours à vous que les gens doivent demander en premier et puis après, à vous regardez avec les joueurs? Habituellement, oui. Je dirais la majorité du cas, la vaste majorité des situations, c'est l'agent va entrer en contact, pas l'agent, excusez, l'équipe va entrer en contact avec nous autres pour coordonner. En même temps, ça arrive que, je me souviens, l'année de Thomas à Saint-John, je pense qu'il y avait 4 ou 5 joueurs repêchés, il y avait quand même une belle machine de hockey. Ben, à ce moment-là, souvent, les dépisteurs, pour sauver du temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils appelaient le coach, ils disaient, OK, bon, je vais passer tes 6 gars d'entrevue aujourd'hui. Fait qu'ils réservent-moi une salle dans l'aréna, puis ils passent directement avec l'équipe. Puis ça, il n'y a pas de problème. On travaille avec les équipes en fonction de ça, pour essayer de bien placer le joueur dans une situation qui va être à l'aise dans son entrevue, puis il va être capable de donner des bonnes réponses, puis d'être confiant dans son message. Tantôt, tu parlais que un nouvel agent là, qui commence doit commencer à se faire une base, là, puis un nom un petit peu dans l'industrie, si on veut. Mais les premières années, si tu n'as pas de joueur de la Ligue, là, comment que tu fais pour avoir un salaire, admettons? Comment que ça marche de ce côté-là? C'est une bonne question aussi. La réalité, c'est que tu n'as pas de revenus. Moi, je m'en cache pas. J'ai travaillé... c'est un autre job. Exactement. Oui, exact. Et tout le monde pense que je vais être agent de joueur. Il y a des agences qui vont me donner X montant juste pour aller voir des games. Non, il n'y a personne dans le monde des agences. Il y en a des grosses agences, je n'ai pas besoin de les nommer. Puis, c'est pas vrai qu'ils vont juste commencer à donner de l'argent comme ça. Parce qu'ils savent, si tu es rendu de développer un réseau, tu as une grosse agence, tu sais que c'est dur. Tu sais que c'est ardu de survivre là-dedans. Donc, souvent, c'est ça, les gars, c'est la réalité. Beaucoup d'agents qui ont au début, ils ont 2 emplois. Il y en a encore des gars qui ont une business, comme à temps plein, puis ils font ça, ils sont agents de joueurs, puis ils ont quelques joueurs qui vont placer ici et là, puis ils ont un peu de succès avec ça, puis ça les garde dans le hockey, parce que c'est des passionnés de hockey, puis c'est correct aussi. Chaque joueur, l'éventail où est-ce que le joueur peut choisir vraiment son agent, mais il y a assez de volume d'agents pour être capable de prendre une décision là-dessus. Mais c'est certain que au début, comme moi, j'ai travaillé dans mon domaine. J'ai travaillé dans le domaine du droit pendant 5 ans. Parce que je voulais avoir l'expérience aussi. Le monde du hockey, c'est un monde qui m'est familier. J'ai été élevé là-dedans. Fait que c'est pas quelque chose qui était étrange. Mais pour moi, c'est important de développer mon volet professionnel, d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres choses. Puis, de moment donné, la réalité aussi, c'est arrivé que j'avais assez de joueurs pour être capable de vivre uniquement des revenus de commission. Comme ça que ça a commencé. Là. Mais on entend souvent que, justement, c'est des avocats ou des fiscalistes qui sont agents de joueurs. Est-ce que c'est un prérequis pour... non. Ça? En fait, je dirais que la majorité des agents ne sont probablement pas avocats ou des titres... si quelqu'un veut devenir agent, mettons... Je reçois souvent des appels des jeunes qui sont intéressés par le milieu. Je reçois des emails quasiment à toutes les semaines. Puis... Moi, ce que je dis à joke, c'est une farce, mais si tu veux être un agent de joueur, tu n'as pas besoin d'un bac en droit. Parce que autant que j'aime le droit, puis je suis intéressé par la convention collective, tout ça, les négociations de contrat réels, ce que tu fais contractuellement, c'est 1% de la job et moins. Puis je dis 1%, c'est probablement 0,5%. Donc, si tu veux être un bon agent, tu es mieux d'aller chercher un bac en psychologie, d'être comptable, capable de comprendre ce que les jeunes vivent. Mais en même temps, je pense pas, parce que c'est de la gestion humaine. C'est comme je dis, c'est tout le temps de la gestion des attentes des familles. Puis, je ne veux pas en dire avec de l'élite aussi, des joueurs qui sont habitués de performer, puis qui se mettent de la pression, tout ça. Fait qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut gérer. Mais à la fin de la journée, dans ce milieu-là, si tu veux survivre, il faut que tu sois capable d'aller chercher un avantage. Qu'est-ce que tu es capable d'amener? Qu'est-ce que toi t'amènes? Le droit, être avocat, c'est sûr que ça l'aide dans ce milieu-là parce que c'est un avantage. Mais en même temps, si tu penses que tu peux rentrer dans ce milieu-là uniquement basé là-dessus, tu ne survivras pas. Parce que ça prend un background en hockey, ça prend d'autres choses. Parlons-en là, des joueurs de la Ligue nationale, là, justement. Votre agence, là, vous avez notamment Miro Escanen, Tyler Seguin, Xavier Ouellet. Et là, tantôt, tu m'as parlé de David Savard, Thomas Chabot.
Je crois que ces deux-là sont vraiment plus attitrés à toi. Est-ce que vous séparez des joueurs ou Ben, nous autres, je sais qu'on a un modèle, chaque agence fait ça d'une manière comme tout le monde est différent. Il n'y a pas un template là, où est-ce que tu dis que tout le monde est intégré de cette manière-là, puis c'est de cette manière-là que ça va. Réellement, là, nous autres, où est-ce que c'est différent, c'est que si Miro Askinen, est-ce que c'est moi qui ai recruté Miro? Non. C'est pas moi qui l'ai recruté, c'est pas moi qui l'ai amené au sein de l'agence. C'est mes associés finlandais. Puis, mais si Miro était à Ottawa ou à Montréal, puis c'est sûr que je vais aller voir. Il y a une attente où est-ce que nous autres, c'est comme ça. Moi, j'ai accès. Je sais qu'il y a des grosses agences qui ne vont pas nécessairement laisser leur agent régional ou local, si on veut, là, sur un territoire, à aller voir le joueur après. Mais nous autres, c'est pas comme ça. Nous autres, on encourage justement, parce que ça fait partie de ce qu'on offre. Là, moi, je vais être capable de dire que mon partenaire dans le Minnesota, si j'ai un joueur que peut-être que je ne vois pas souvent, puis qui va jouer contre le Wild ou qui va jouer au niveau dans la USHL, dans un collégial américain, s'il est là-bas, ben, oui, on va aller le voir. On va aller voir le joueur. Puis, c'est comme ça. L'année passée, exemple, Keandre Miller, qui est un choix de première ronde des Rangers de New York. Keandre jouait à Wisconsin. J'ai joué à Wisconsin l'année passée environ 4 fois. Puis, j'allais parler avec le joueur après la game pour donner du feedback, puis être sûr que tout était correct. Il y a vraiment un échange à ce niveau-là dans notre agence, dans la manière qu'on travaille. Quand vous promenez beaucoup, tu disais que tu étais allé 4 fois à Wisconsin. Vous prenez souvent l'avion pour aller voir les parties de vos joueurs qui sont des joueurs élites? Exactement. Si tu ne vas pas voir tes joueurs, tu ne survivras pas. Ça, c'est un autre critère. C'est pour ça aussi que c'est quand même dur de réussir et de survivre dans ce milieu-là, parce qu'un joueur qui est sur un contrat d'entrée dans la Ligue nationale, c'est pas ça qui va faire que tu vas survivre. Là. Puis, parce que, il y a des frais. Si ton joueur... je veux dire, moi, j'ai eu Laurent Dauphin. Laurent Dauphin, il était repêché à la base. Il avait été drafté par Phoenix. J'ai été en Arizona pour le voir. Après ça, il a été échangé à Nashville. J'ai été voir à Milwaukee dans la Ligue américaine. Mais encore là, on essaye de coordonner des voyages où est-ce que tu es capable d'aller voir dans cette couronne-là, dans ce territoire-là, Chicago, Milwaukee, tu es capable de faire 2-3 heures d'auto, tu loues une voiture, tu es capable d'aller voir des games tout au long d'une fin de semaine. Ça, c'est quand même pratique. Mais c'est sûr qu'il faut aller voir tes joueurs. On travaille, quand le joueur est rendu au niveau de la Ligue américaine, il est rendu en haut de 20 ans. Ça fait déjà 5 ans que tu cultives puis tu travailles, tu bâtis ta relation avec le joueur. C'est sûr qu'il y a une relation de confiance. Puis quand le joueur est rendu professionnel, ben maman puis papa, ça ne tente pas tant que ça. Ça tente encore moins. Ses parents, là, ils vont toujours dire qu'il est beau et qu'il est bon. J'en parlais de ça avec un de mes joueurs dernièrement, puis il dit ouais, j'ai besoin d'un peu de ton feedback, parce que là, il dit j'aimerais ça que tu me parles d'une couple de séquences. On regardait les matchs de l'année passée, puis il dit si je parle à mon père va me dire que j'ai bien joué. C'est la réalité, puis nous autres, je suis transparent avec le joueur. Mais il est rendu en haut, il y a 25 ans, le joueur. Ben, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Fait qu'il sait qu'il s'est rendu là, un peu en partie parce que il a du talent, puis c'est lui qui a tout fait, mais il sait aussi que moi, je suis dans son coin avec lui, je suis un peu comme un cornerman en boxe, parce que tu le guides, puis tu lui donnes du feedback, puis c'est donnant dans cette relation-là. Puis, je veux dire, en ce moment, c'est sûr que c'est ça qui me manque, là, d'aller sur la route, puis d'aller voir les joueurs, puis d'interagir dans les arénas, puis tout ça. Puis c'est toujours intéressant de faire une petite tournée dans le Midwest américain, voir des games. Là, c'est complètement aussi différent de ce qu'on a. Fait qu'on sort de ta zone de confort aussi, là, quand tu sors à l'extérieur. Tu parlais que 1% de ton travail, c'est les contrats. Tu parlais, là, tu viens de dire que justement, il y a beaucoup du travail, que c'est d'aller voir les joueurs, les parties, d'avoir des entretiens avec eux. J'ai regardé sur ton site Internet, puis vous avez aussi dans vos services branding personnel. Mm-hmm. C'est dans la nouvelle vague là, des services à faire. Mais la réalité là-dedans, c'est aussi c'est un volume de joueurs assez... c'est pas tous les joueurs qui veulent embarquer dans ce truc-là. Puis d'essayer de se brander, puis d'essayer de partir des fondations, des choses comme ça. C'est sûr qu'on les accompagne là-dedans, mais ça prend quand même une notoriété aussi de pouvoir être capable de créer. Tyler Seguin, ça fait quelques années, là, il travaille dans la communauté à Dallas, il y a plein de choses, puis il est ambassadeur de plusieurs compagnies, des choses comme ça. Fait que c'est sûr
Tyler, c'est un gars qui il est out there, il aime ça, il est à l'aise dans ce monde-là. C'est pas tous les joueurs qui sont à l'aise non plus. Puis on le voit, le meilleur exemple, c'est pas notre client, mais Piqué Subban, exemple. Ouais. Il y a toujours une ligne, j'en parle avec les joueurs constamment. Quand t'en fais trop, les joueurs vont dire ben ouais, mais t'as pas de succès. Sa game elle va moins bien parce qu'il fait trop de choses en face. Ouais. Fait que c'est trouver l'équilibre là-dedans. Puis les joueurs entre eux autres ils sont quand même tough entre eux autres. Là. Fait que si tu viens que tu fais trop d'affaires comme ça, tu vas te le faire dire, hey, ta game elle va moins bien, puis lâche donc les activités sur le site. C'est un peu ça la réalité. Fait que c'est pas tous les joueurs. Il y a des gars qui ont plus que 1000 games dans la Ligue nationale, puis c'était pas nécessairement. Par exemple, mon père, il a 1000 games dans la Ligue nationale. Bon, dans les dernières années, c'est un gars qui jouait plus défensif, mais mon père, c'était pas un gars qui aurait été out there pour vraiment être dedans à ce niveau-là. Fait que c'est comme je te dis, ça, chaque joueur est différent, puis on a une approche vraiment sur mesure pour chaque joueur en fonction de ça. Mon autre question, c'était. Justement, je voulais te parler, on parlait de contrat. Tu as signé avec Thomas Chabot un contrat de 64 millions, si je ne me trompe pas. Comment que ça se passe un petit peu les négociations d'un contrat aussi lucratif ou tes 1er juillet? Là, comment que ça se passe? Le 1er juillet a changé beaucoup dans les 5 dernières années. Parce que maintenant, on a ce qu'on appelle la window où est-ce qu'on peut parler avec les équipes. Mais dans le fond, le repêchage de la Ligue nationale, c'est drôle à dire. Il fut un temps où tout le monde se ramassé au repêchage, puis tu faisais la tournée, puis tu parlais avec les équipes, tu fais un lobby d'hôtel, tu croises un DG, un assistant DG, un assistant chef, tu vas parler de ton joueur du repêchage. Dans notre cas, souvent, on continue à faire ce volet-là, mais en même temps, à cause de la vitrine dans la convention collective qui dit que tu as le droit de commencer à parler, notre repêchage, maintenant, de plus en plus, ça tourne autour de ça. Le draft, c'est ça. Tu commences déjà à préparer ton 1er juillet, le 24 juin ou 25 juin, à partir de là. Où est-ce que tu as le droit, tu as une fenêtre, où est-ce que tu as le droit de commencer à parler avec les équipes. Puis, c'est sûr qu'on parle au niveau des joueurs. Mais c'est pas tous les joueurs non plus qui se rendent le 1er juillet et qui sont prêts à vraiment dire, regarde, moi, je vais attendre jusqu'à temps qu'il y ait maintenant, il faut qu'il y ait 27 ans là, pour la plupart des joueurs là, pour vraiment être agent libre. Il y a d'autres mécanismes. Vous êtes combien en coopération là, à cette date-là à travailler ensemble pour tous vos joueurs? Notre agence, on est 3 agents qui sont certifiés par l'Association des joueurs. Puis on est vraiment, moi et mon partner Ian Pulver, qu'on fait pas mal tous les contrats. On gère tout ça. Lui, ça faisait partie de ses tâches quand il était à l'Association des joueurs. D'évaluer le marché. Donc, c'est un gars qui a un bagage incroyable. Donc, j'ai la chance de côtoyer une légende du milieu contractuel. Fait que dans ce niveau-là, chaque négo sont différentes, puis on les approche de manière différente. Puis comme je dis, nos proximités avec le joueur, ça c'est important aussi. Tu bâtis ta relation avec ton joueur, tu vas le voir jouer. Tu le sais quand ça s'en vient, la négociation de contrat. Mais tu connais aussi à ce moment-là, tu connais ton joueur, tu sais ce qu'il a besoin. Est-ce que si tu l'amènes au 1er juillet, est-ce qu'il va être capable de jouer une saison complète? Il y a des joueurs qui n'aiment pas ça. Il y a des joueurs qui ne sont pas à l'aise avec ce genre de scénario-là. Fait que il faut que tu connaisses ton athlète, il faut que tu saches vraiment où est-ce que tu t'en vas pour être capable de bien le conseiller là-dessus. Fait que, le contrat de Thomas Chabot, c'est sûr que pour moi, en tant que jeune agent, c'est une fierté incroyable. C'est le contrat le plus lucratif pour un joueur en sortie d'un contrat d'entrée de l'histoire pour un défenseur puis pour un Québécois aussi. Fait que c'est sûr que c'est un précédent, là, ce contrat-là. Est-ce que c'est ta fierté, ton highlight? Absolument. Absolument. Avec raison. C'est fierté, mais au niveau professionnel, contractuel, je ne suis pas un gars qui. Je fais pas ma promotion là-dessus, mais c'est sûr que ça se place bien dans une discussion, mettons. Là, mais, mais moi, j'ai une question, mais sens-toi bien à l'aise là, si tu veux pas y répondre. Mais aviez-vous une crainte un petit peu avec le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, qu'on sait qu'il ne voulait pas nécessairement donner des gros montants? T'sais. Ce qu'elle peut veut dire, c'est qu'ils sont reconnus pour être un peu cheap, les Sénateurs. Un petit peu.
je vais pas commenter sur les spécificités du propriétaire. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que rendu là, tu sais que tu es prêt à tous les scénarios. Puis c'est ta job d'être prêt puis de documenter. On était prêt à tous les scénarios. Je le savais, j'ai une bonne relation avec le DG, avec Pierre Dorion. Ça s'est fait assez simple, c'était cordial. Il n'y a pas eu trop d'échanges musclés ou quoi que ce soit. Il y en a qui vont faire ça par email. Il y en a beaucoup de contrats, des équipes qui préfèrent m'envoyer un email. Voici les comparatifs. Après ça, c'est pour ça que le droit, ça aide, parce qu'il faut que tu sois capable d'écrire. Tu sois capable de répondre à un courriel et de bâtir ton argument sur tes comparatifs. Il y a d'autres DG qui vont faire ça au téléphone. Encore là, c'est une nuance. Chaque équipe fait ça de manière différente. Dans le cas des sénateurs, je dirais qu'on n'a pas vraiment analysé cette option-là, mais on était davantage. Tu set up, tu fais ta préparation. Sur toutes les éventualités, sur tous les scénarios. On était prêts, là, sincèrement. On avait déjà, j'avais travaillé, je préparais à peu près 30 pages de documentation sur des comparatifs de chaque joueur qui avait passé avant lui. Puis on était prêts, mais il n'y a pas de surprise dans ce temps-là. Si tu es bien préparé, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que si ils vont faire une offre avec ce montant-là, ben tu sais que c'est ça que tu vas t'attendre à peu près à ça. Ainsi de suite. C'est vraiment, tu prépares là, d'avance, puis tu fais ça. Mieux que tu es préparé, le plus facile que ça va être après. Mais tu sais, moi c'est un peu ça ma question. Puis là, on parle du contrat de Thomas Chabot, mais sans te mouiller avec vraiment juste cet exemple-là. Là. Mais comment ça fonctionne généralement? Je sais que ça doit être du cas par cas, mais toi, tu as une liste de comparables que tu nous parles versus le joueur. Est-ce que tu laisses l'équipe comme faire la première offre généralement pour eux sont prêts à payer ça ou toi tu te dis ben regarde mon contrat de mon client s'en vient à la fin de l'année, on a déjà des idées de comparables, toi c'est quoi, comment ça fonctionne en général là? Je veux pas que tu te mouilles avec un cas en particulier. Ça dépend. Non, c'est ça. Ça dépend. Chaque dossier encore là est différent. Chaque équipe approche ça de manière différente. Il y a des équipes que ça va être le DG qui va tout faire. Qui va commencer, qui va prendre l'appel, qui va initier les discussions. Il y a d'autres équipes que tu vas passer vraiment avec l'assistant DG ou l'avocat de l'équipe. Et là, tu vas négocier avec lui. Lui, il a ses paramètres qui sont donnés par son DG. Je ne peux pas parler pour les équipes, mais ça va être comme ça. J'aimerais ça te donner une réponse plus claire, mais il n'y a comme pas vraiment de... C'est du cas par cas. Tout est différent. Il y en a qui... t'abordes la discussion. Encore là, si ton joueur, tu sais que ça va le sécuriser d'avoir un contrat, ben peut-être que tu vas trouver une manière d'entrer en contact puis de rester en contact avec l'équipe, d'y aller, que ça se forme, toutes les négos commencent peut-être de cette manière-là. Si tu as un joueur qui lui dit regarde, moi je veux m'en aller d'ici, je suis pas à l'aise, ben, là tu vas travailler de d'autres manières, puis tu vas utiliser d'autres genres de tactiques. Il y a beaucoup de ça, c'est de la préparation, de l'analyse. Puis, c'est les comparatifs. Tu as toujours un peu l'idée où est-ce que tu t'en vas. C'est deux intérêts qui sont dans les différentes directions. Nous autres, on veut que le joueur soit plus payé. Les autres, ils veulent le moins payé. C'est de trouver l'entre-deux là-dessus. Là. Ouais. As-tu une petite anecdote, là, si on y va dans le plus crunchy, en nous disant quelque chose qui est racontable? Déjà là, c'est pas racontable. Quand même, là, à brûle pour point, là, tantôt, tu nous parlais de Yannick Tiffu, de tes années junior, que vous jouiez pas vraiment au hockey. Habituellement, ils ne sont pas racontables, ceux-là. En fait, j'aurais dû commencer en disant, si je suis agent aujourd'hui, c'est probablement à cause que j'ai tellement fait une bonne job avec le TIF, j'ai tellement essayé de le replacer dans le droit chemin, dans nos rêves. Mais tu as été son agent aussi. Moi, j'ai travaillé un peu avec, on a travaillé un peu ensemble. Les liens que tu crées avec les gars dans le junior, ça dépend. Moi, j'ai une expérience extrêmement positive. C'était André Tourigny. André Tourigny, il venait d'entrer comme c'était sa première job là, de coach en chef. Je pense qu'il avait 28-29 ans. Fait que,
il était jeune, tout ça, c'était un player's coach, puis j'ai eu la chance. On a bâti vraiment des liens vraiment assez inoubliables avec les gars dans ce temps-là, dans le junior. C'est ça aussi. Quand les gars du junior majeur ils parlent que c'est de l'école de la vie, mais c'est un peu ça aussi. C'est pas tout le monde qui a toujours des belles expériences, mais moi j'ai été vraiment chanceux, j'ai eu une bonne expérience. Mm-hmm. Ça va être ça pour le coup. On rentrera pas plus que ça. Ouais, on comprend que tu as quand même d'abord une image à mener en tant qu'agent. Mais en tant qu'agent, je peux dire j'ai passé à travers pas mal d'affaires. J'en avais vu en tant que joueur, j'en ai entendu en tant que fils de joueur, à partir de quand j'étais plus vieux, mon père pouvait nous en raconter un peu plus. J'en ai entendu pas mal, mais tu sais, ça va faire comme 15 ans là, que je navigue dans ce milieu-là, j'en ai vu pas mal. De tout, il y a des joueurs qui me font vivre des affaires incroyables. Des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là-dedans, mais en même temps, on est là pour les gars, puis on essaie de les aider, puis de toujours être présent. C'est surtout d'écouter. J'en ai une bonne question pour toi à propos de ça, justement. Dans le temps que tu as joué, maintenant, tu es de l'autre côté en tant qu'agent. Comment les joueurs ont changé ou évolué dans ton temps comparé à leur caractère? Bien, les joueurs maintenant sont beaucoup plus informés sur ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a pas, tout est complètement différent. Quand nous autres, j'ai 30 ans, là, fait que, mais à l'intérieur de 15-20 ans, ça a beaucoup changé. La première affaire, qu'est-ce qui a changé? Il y avait un joueur qui avait un cellulaire dans la skis de Wayne Hall. C'est qui? Déjà, c'est la première affaire que je peux vous dire. Il y avait un ou deux gars qui avaient des téléphones cellulaires. Maintenant, moi, mon père, je me souviens, pour Noël, à 20 ans, mon père m'avait acheté un lecteur DVD. Je disais, tu vois plus ça en 2020, un lecteur DVD. Un gars qui avait un laptop, là, dans le temps, c'était un peu de bébite. Tu disais, tabarouette, qu'est-ce que tu fais maintenant? Les jeunes, ils ont tous des laptops, ils ont tous des iPads. Tout le monde le trouvait geek. Nous autres, là, dans le temps, quand on était sur la route, tu ne peux pas savoir les scores des autres games. Tu apprenais ça, mettons, à la radio. Tes parents disaient, Chicout a battu Bécomo à soir. Okay. Mais on se réveillait le lendemain matin quand tu es sur la route. Tu descends. Je te parle pas de si longtemps, mais on allait voir le Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis on allait voir les box scores. Puis là, tu dis, ah non, ils m'ont pas donné ma passe. Là, comme, pourquoi ou Howard, les gars de même, moi j'étais. Dans le temps, il y a Joël Perrault qui a un bon chum. Joël, il avait fini premier scoreur, je pense, avec Jonathan Gagnon. Puis je me souviens, Joe Gagnon, dans le temps, à tous les matins, les gars checkaient le journal. Perrault, as-tu fait des points? C'était le même, il fallait que tu attendes. Maintenant, les gars, ils sortent la game, ils sont déjà sur le silver. Ils savent déjà qu'est-ce qui se passe, qui a joué où, puis qui a fait des points. Ça c'est, je dirais, c'est le plus gros changement. C'est le flot d'informations est complètement comme, beaucoup plus important qu'avant. Au niveau mental, tout ça, les joueurs, la game, c'est la game. C'est que mon père a joué dans les années 70 jusqu'aux années 90. À la fin de la journée, mon père a toujours la meilleure réponse. La game, elle se joue encore à 5 joueurs plus un gardien. Je veux dire, ça a peut-être changé, c'est peut-être plus vite, mais dans ce temps-là, c'était vite pareil parce qu'il n'y avait pas d'équipement, puis ils patinaient avec des patins, des bottines en cuir, puis c'était pas la même. Mais il était quand même des gars qui avaient des habiletés. Maintenant, il y a beaucoup plus de coachs spécifiques. Je veux dire, il y a des coachs de skills, il y a des coachs de. Tout le monde fait du power skating, il y a du shooting, il y a tellement d'affaires, ils ont tous des préparateurs physiques, des nutritionnistes. La préparation maintenant est exponentiellement plus importante que quand on jouait. Dans le temps, tu peux avoir des gars à l'époque qui arrivaient dans un camp d'entraînement out of shape. Tu voyais le gars de tabarouette. Lui, il s'est vraiment pas entraîné. Maintenant, les jeunes sont à l'année, c'est des machines, ils sont vraiment sollicités, ils n'ont pas le choix, parce que dès que tu es rendu 13-14 ans, tu es dans une structure intégrée, puis tu sais que le midget 3 s'en vient, puis le midget 3, ben, veut pas, ils font des tournois printaniers, puis tu es déjà intégré. Fait que, il y a tellement de documentation sur les joueurs, puis ils savent déjà quand ils sont rendus au niveau midget 3 contre qui se comparent, puis ils sont un peu plus équipés là, pour ça. Ben, c'était aussi dans le sens que, on dit tout le temps que peut-être un petit peu le hockey dans le temps a changé. Les entraîneurs ils criaient un petit peu
plus après les joueurs, puis qu'aujourd'hui, il faut peut-être un petit peu plus les encadrer, agir différemment avec les individus, avec les jeunes. Est-ce que c'est une approche aussi que tu dois t'occuper du joueur des fois à cause que son entraîneur il a crié après ou des affaires comme ça? C'est sûr, mais au début, quand j'ai commencé comme agent, c'était quelque chose qui était beaucoup plus présent. Tu avais encore mon ami Richard Martel qui était là. Richard, c'était pas dans la dentelle. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de gâchette là-dessus. Benoît Gros, c'est un gars qui était dur sur ses joueurs. Il n'y avait pas de zone grise avec Benoît Gros. Puis, il a ajouté son message. Je sais que Benoît Gros, quand il coachait Maxime Talbot dans le junior majeur, c'était pas Benoît Gros d'aujourd'hui. Fait que les joueurs, les coachs ajustent leur message. Mais je te dirais maintenant, plus que jamais, les coachs n'ont pas le choix de s'ajuster parce que on ne crie plus après des joueurs. Il n'y a plus de ça. Le facteur intimidation, il n'est pas de la même. Il y avait beaucoup de ça qui jouait, qui était important dans le monde du hockey pour que le coach se sépare, pour montrer que c'était lui le boss, mais il fallait qu'il y en a qui avaient recours à ça. Il utilisait l'intimidation, puis je me suis fait crier après à 2 pouces de la face par un coach. Est-ce que ça passerait aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que moi, je ne voudrais pas que mon enfant, je ne veux pas que ça arrive à mon enfant. Ce n'est pas nécessairement formateur. Est-ce que ça a aidé? Bon, je ne sais pas si ça a vraiment réussi à atteindre l'objectif de escompté du coach. Probablement que lui, c'était sa manière que ça fonctionne. Maintenant, ça ne marche plus. Il y a trop d'informations. Les jeunes sont trop en contact. Un coach qui va agir d'une telle manière, les jeunes vont le savoir, puis ils vont dire, j'irai pas jouer là, ça me tente pas parce que je veux pas me faire crier. Fait que ça, c'est sûr que ça a un impact, mais les coachs sont beaucoup plus encadrés aussi. Maintenant, les coachs dans le midget 3A, tu arrives à ce moment-là, Hockey Québec, je sais qu'ils ont des problèmes en ce moment à gérer là, à l'interne, mais la réalité, c'est qu'ils sont là pour encadrer les coachs aussi. Là. Ils font un job. Les coachs, maintenant, sont beaucoup plus structurés. Ils vont faire des suivis. Tu ne peux pas monter comme coach comme ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des cours des formations en psychologie pour donner aux coachs. Fait que c'est sûr que c'est complètement différent que c'était avant. C'était l'intimidation qui était... Il y a Yannick Tiffu, le Tif, dans les commentaires, qui dit « Comme quand André avait gardé mon stock pendant l'été. » Je ne sais pas si ça te sonne quelque chose. Ça n'a jamais eu d'impact parce que Tif, il y avait 3 c'est ça la réalité. Ça n'a eu aucun impact. Les patins, Georges avait déjà fait aiguiser l'autre paire de patins, puis l'autre paire de patins était déjà prêt. Là. Les monteurs étaient prêts. Mais tu sais, André, je me souviens parfaitement qu'André, parce que Yann et Tif, il n'en revenait pas. Mais tu sais, c'était une manière d'André qui essayait, peut-être que Tif n'a pas compris le message, mais il voulait justement qu'il focus peut-être plus hors glace. Tu sais, travaille dans le gym, tu travailles tes gens. On veut que tu sois plus complet que juste être un joueur de hockey qui joue à l'année longue. Fait que c'est une manière de le faire. Une manière créative. Écoute, on ne peut pas te recevoir et pas parler du décès de Pierre Lacroix qui est arrivé. C'est quand même un des piliers, au moins au Québec ou dans le monde du hockey, côté agent. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le côtoyer ou si tu as des choses à dire sur son décès qui est arrivé dernièrement. Oui, mais en fait, j'en parlais avec mon père juste avant de souffrir parce que mon père le connaissait là, naturellement. Puis, tu sais, j'ai pas connu là, comme tel. Mais le nom, c'est sûr que j'ai entendu plusieurs histoires. Quand j'étais jeune, je me souviens, quand on a déménagé à Québec, on restait en diagonale d'André Savard, qui est devenu après le Puis je pense que lui, c'était son agent. Fait que, moi, j'ai toujours entendu Bob Sauvé, Pierre Lacroix, ça a toujours été dans mon environnement. Je dirais, mon associé, Ian Pulver, qui était à l'association des joueurs, qui ont passé leur vie à se battre contre la Ligue. Il écrit un super beau témoignage sur Pierre Lacroix. Un comme agent, parce que c'était un bon agent. C'était un des agents où l'association des joueurs, il pouvait y faire confiance. Il savait qu'il faisait des bons contrats, puis il travaillait bien pour ses joueurs, puis il allait maximiser les intérêts de ses joueurs. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été clair là, quand tu entendais parler de Pierre Lacroix. Fait que ça, c'est un monsieur qui commandait beaucoup de respect. Il a bâti des équipes incroyables quand il a fait la transition d'agent à DG. C'est probablement un des premiers à l'avoir fait et avoir eu du succès. Je pense que c'était un gars qui avait des méthodes
probablement à l'avant-garde, un peu, c'est un gars qui était très, très diplomate, qui avait un plan puis qui était très, très brillant à le mettre en exécution. Je viens de lire le livre de Brian Burke, là, Burke's Law, qui est extrêmement fascinant comme livre. Là, je vous encourage de lire ça. Puis il parle de Pierre Lacroix beaucoup là-dedans, puis il dit comment il faisait des affaires, Pierre Lacroix, quand il était DG, parce que lui, il dealait avec comme adversaire, là, Burke, surtout dans ses années à Vancouver, puis comment ils ont dealé avec, puis tout ça, puis c'était un personnage, je pense que tous ceux-là qui l'ont côtoyé ont eu beaucoup de respect, puis en tant que jeune agent, c'est sûr que j'ai eu énorme respect là, pour ce que Pierre Lacroix a pavé là, pour les joueurs du Québec, là, parce que je veux pas, on n'en parle pas, mais quand un pilier comme ça qui était agent, qui poussait pour ses joueurs, puis après ça, qui n'avait pas peur d'amener des Québécois dans son organisation. Puis tu regardes tous les coachs qui a engagés, tous les gars qu'il a placés, que ce soit après ça au niveau du recrutement, au niveau de. Des fois, on pense juste aux équipes gagnantes, puis le leg des gens de hockey. Et quand tu regardes ce que Pierre Lacroix a fait, il faut aussi que tu regardes le nombre de personnes qui ont travaillé en dessous de lui, qui sont après ça devenus DG, qui sont devenus, qui ont eu du succès aussi à leur tour. Ça, c'est intéressant quand tu commences à regarder cet angle-là. Vraiment un bon point. Tu as raison. Probablement, là, tu nous as dit que ton partner, c'était un peu celui qui t'avait montré la voie. Mais ton père aussi, pas agent, mais ancien joueur de hockey, scout aussi, comment il t'a montré, lui, la voie un peu? Ben, c'est du travail. Moi, je suis un passionné de la game. Pour moi, c'était. Je me souviens, là, dans le temps, il y avait les Rafales, il y avait après ça à Québec. J'ai été élevé à Québec. Il y avait les Citadelles. Mon père, il faisait du recrutement. Tu te promenais-tu beaucoup? Ou? Oh, moi, j'allais voir. J'avais un de mes bons amis. Là, on allait voir dans le temps les Citadelles. Dans la Ligue américaine, ils jouaient, je pense, le mercredi ou le jeudi. Puis à chaque fois, honnêtement, l'année, les 2-3 années qui ont été là, j'ai dû voir à peu près 50 games live. Puis mon père me donnait toujours des petites missions. Il travaillait pour les Ducks d'Anaheim à ce moment-là. Puis il disait, bon, à soir, le Michael Ryder, là, il commençait. Puis il disait, regarde-le jouer. Moi, j'étais droitier. C'est un gars que j'avais connu j'avais regardé junior. Fait que, il me disait des choses à regarder. Focus là-dessus. Comment tu le vois? Fait que, à un jeune âge, j'ai eu ce genre de training-là. Mes frères aussi, ont eu la chance d'avoir ce training-là, ce que ça aide pour ce que ça prend comme joueur. Puis après ça, tu apprends tu te fais une espèce de manière d'évaluer certains joueurs, puis ça t'aide après ça pour le futur. C'est sûr que quand tu commences, mon père n'a jamais fait de bantam. Lui, il voit le produit fini. Fait que c'est une chose de voir le produit fini dans le junior majeur, dans la Ligue américaine, professionnelle, dans la Ligue nationale. Mais c'est une autre chose, après ça, d'aller voir un joueur bantam, d'essayer de projeter un joueur bantam, qu'est-ce qu'il va avoir là dans le futur. Ça, c'est la complexité. Puis c'est ce que j'aime dans ce travail-là, ce qui est vraiment intéressant là, de voir comment un joueur va se développer. Mais c'est vraiment ça, je dirais, ça a toujours été ça. Chez nous, quand on était jeunes, puis on écoutait le hockey, ou mon père, mettons, on allait voir des games, il disait toujours, un de mes frères, c'est un défenseur, lui disait, regarde les défenseurs, regarde comment ils vont pivoter, regarde comment ils font leur première passe. Mon autre frère, c'est un ailier. On avait chacun un joueur, il fallait regarder. Dans le business. C'est intéressant. Regarder du hockey. Pendant la bulle, on avait le loisir d'avoir 3-4 games par jour. C'était fantastique. Je regardais ça, j'avais mon laptop, j'avais mon iPad, je regardais comme 3 games. Puis je disais aux joueurs, profitez-en. L'été, vous avez la chance de regarder du hockey à tous les soirs. Trouve-toi un joueur que tu veux. Puis ça l'aide. Ça l'aide de regarder du hockey. Puis pas juste regarder Ovechkin scorer des buts à RDS. De vraiment merci puis d'apprendre la game. En terminant, peut-être nous dire qu'est-ce qu'on doit s'attendre de Dominique Deblois, peut-être dans le futur, dans les prochains jours. Est-ce que vous avez eu des hints là, que peut-être la Ligue, ça allait recommencer bientôt? Ou? Honnêtement, là, j'aimerais tellement ça de savoir parce que je suis le premier à... En fait, je suis pas le premier. Je pense que ma femme, elle aimerait plus ça que commence tout. Elle veut que tu t'en ailles. Sors de la maison, puis capable. Mais tu sais, aujourd'hui, là, j'ai passé la journée au téléphone. Je vous donne un exemple. J'ai dû parler à peu près avec 3-4 assistants DG de la Ligue nationale aujourd'hui. On essaie de faire des préparations de camp d'entraînement. C'est facile en ce moment
pour le joueur qui est signé, les Askanen, les Seguin, les Chabot, les Savard, les autres, ils savent, ils s'en vont au camp. Ils ne se posent pas de questions. Ouais. Mais là, notre job en ce moment, c'est Jeremy Davies, c'est les Frédéric Allard, c'est les Laurent Dauphin, les Xavier Ouellet, les gars qui ils vont être là. Aujourd'hui, j'ai entendu 2 affaires contradictoires. Il y en a un qui m'a dit que c'était ça allait être X, le nombre de joueurs au camp, l'autre m'a dit que c'était Y. Fait que, on entend tellement d'affaires, mais au-delà de tout ça, moi, ce que je retiens là-dedans, ce qui est important, c'est qu'au moins, on entend des affaires. Donc, du coup, il y a du monde qui se parle en ce moment. Puis, je pense qu'ils veulent qu'il y ait du hockey. Puis, le plus important là-dedans, c'est que le commissaire, il veut du hockey. Puis, s'il veut du hockey, il va s'organiser pour qu'il y ait du hockey. Puis, ton feeling, le 13 janvier, la fameuse rumeur du 13. Ben, écoute, j'aimerais ça. Moi, je suis pas ultra optimiste pour le 13 en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires à régler avant que les joueurs puissent. On est le 14, il ne faut pas juste regarder le 13, non plus, il faut regarder. Il va y avoir un camp de 7 à 10 jours. On est le 14, il y a des joueurs encore en Europe qui ne sont pas rentrés, qui doivent se mettre en quarantaine. Après ça. Fait que là, les joueurs ne vont pas patiner pendant 2 semaines, 10 jours selon les standards là, de chaque État, de chaque ville où est-ce qu'ils jouent. Il y a pas mal de stock. Là. Il faut que ça commence à rentrer pour que ça s'aligne pour le 13. C'est sûr que ça serait le fun. Il y a des possibilités que le camp commence peut-être début janvier. J'ai un feeling que ça va peut-être être plus fin janvier, mais on va garder. Je ne veux pas être le gars négatif, pessimiste à soi. Avec le 13, ça peut marcher. Dominique Deblois, agent de joueur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment super intéressant. Sérieux, de savoir un peu comment ça marche, là, un agent de joueur, parce que c'est des choses, là, quand on voit des joueurs à télé, tout ça, mais il y a du monde aussi qui travaille derrière ça. On ne sait pas tout le temps comment que ça se passe. Des tripeux de hockey comme nous autres, on l'apprécie pas mal. Puis on espère que nos auditeurs vont triper autant sur l'entrevue que moi j'ai trippé. Parce que le monde du hockey, tu sais, nous, on est des fans finis. On a des pools de hockey. Tu joues un peu au DG, le recrutement, l'agent de joueur. Tu sais, on a vu tous les films de Jerry Maguire puis tout ça. Puis ça nous fait un peu rêver, là. J'ai un de mes bons amis qui est dans un pool de keeper, puis je reçois toujours mon appel là, au mois de. Je ne sais pas regarder ce qui se passe en draft. Là, il me dit parle-moi donc des 2017 là, au Québec, qu'est-ce que t'en as? Ah, sérieux. C'est bon. Parle-moi des 2017. Mais écoute, merci les gars de m'avoir su, puis c'est toujours un plaisir de parler de hockey, là, fait que ça me fait plaisir. Ben merci. Au plaisir de s'en parler, ouais. Ben oui, bien sûr. Merci beaucoup, Dominique. Puis j'espère qu'on va peut-être rester en contact puis se parler. C'était super intéressant. Merci beaucoup pour l'entrevue. On voit des messages aussi là, les gens dans le le chat, chat, là, comme quoi que c'était une super entrevue. Donc, on est content. Les gens sont contents aussi. Parfait, ça. Merci, content. Merci de m'avoir. Merci, bonne soirée. Salut. Merci.